Il était une star. Il aimait qui il était, et si tu vas chez lui et que tu demandes ministre, ils te diront qui il était et où tu pouvais le trouver. Joseph, empreint de beaucoup de nostalgie, nous raconte son enfance au Cameroun. Il nous parle de ce petit village dans lequel sa mère, dont il était pris de toutes les tendresses du monde, lui a donné la vie. Il nous parle de ce petit village où il a cassé tous les dynamismes de la terre brune avec au pied le ballon rond. Il nous parle de ce petit village où il jouait le petit chef, le Candide autoritaire. Avant, là-bas, dans ce coin de l'Afrique, dans ce creux de l'Afrique miniature, juste à la charnière entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, le petit Joseph rêve déjà des grandeurs. Il rêve de jubilés de handball, d'écriture, de parlotte éloquente, de journalisme ou encore de justice sociale. Il rêve trop, mais il rêve bien. Et la curiosité d'ailleurs fut le plus bel étendard de sa caisse de jouets. Et oui, troquer les billes pour écouter la radio ou préférer regarder les journaux télévisés plutôt que faire la bagarre, c'était tout l'art d'être un mature ou comme trois pommes. Joseph Landry-Owono, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté cette entrevue. Bonjour Madame Momo, et c'est un plaisir, c'est un honneur de participer à cette interview, cette entrevue. L'honneur est partagé. Alors aujourd'hui, on va parler de toi, de ton enfance, de ta vie, de tes grands rêves, de tes aspirations futures et aussi de ta carrière. Alors j'aimerais poser comme première question, qui était le petit Joseph? Généralement, j'aime quand les autres parlent de moi, je me dis qu'on ne peut pas être jugé parti et qu'il est souvent logé, décent, que ce soit les autres qui parlent. Mais je vais me prêter à l'exercice. Qui était le petit Joseph? J'avoue que j'étais un enfant atypique. Très jeune, j'attirais l'attention tout autour de moi. J'étais un enfant, d'après ce que tout le monde disait, et j'étais un enfant très éveillé, très curieux. Et je me rappelle à l'époque, mon père me disait de moi que je serais un journaliste parce que je posais tellement de questions. Je voulais tout savoir. J'étais animé d'une curiosité indescriptible. Je voulais tout comprendre, je voulais tout savoir. Il m'a souvent été rapporté que lorsque j'étais enfant, j'étais très propre, j'étais rangé, j'étais responsable. Je jouais, j'aimais beaucoup les jeux. J'étais aussi taquin, très provocateur, bagarreur aussi. Donc voilà, j'ai eu une enfance ordinaire, une enfance au milieu des autres enfants, au milieu de la famille, au milieu des différents castes des différentes castes qui m'ont encadré, qui m'ont socialisé. Donc voilà, le petit enfant que j'étais, un enfant ordinaire qui faisait tout ce que les enfants faisaient, mais atypique. Parce que dès l'enfance, il rêvait déjà grand. Il parlait comme des adultes. Il parlait comme des grandes personnes. Et il aimait s'asseoir à côté des aînés pour apprendre d'eux, pour parler comme eux, pour raisonner comme eux. Voilà en gros ce que je peux dire. Les autres pourront dire tout ce qu'ils ont vu de moi, tout ce qu'ils savent de moi. Modestement, voilà ce que je peux dire. Et donc tu as grandi au Cameroun, si je ne m'abuse? Oui, je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, dans une petite ville non loin de la capitale, que l'on appelle Mfou, qui par ailleurs est mon village natal. J'y ai passé mon enfance, mon adolescence, et voilà. Et quel souvenir tu as de ce petit village de ton enfance? Plein de souvenirs. J'ai plein de souvenirs de ma ville natale, de la ville de mon enfance. Je suis nostalgique parce que à l'époque, nous vivions dans les sous-sciences. C'était le quotidien. Nous aimions ce que nous étions, ce que nous vivions. Les amis, nous avons passé d'agréables moments. Je garde de très bons souvenirs de mes amitiés d'enfance, de mes camarades, de ces moments que j'ai passés dans cette ville natale. D'autant plus, j'étais une star. J'étais une star dans cette ville natale parce que j'ai pratiqué le handball. J'ai joué au handball. Alors, je commence à jouer au handball, j'ai l'âge de 13 ans.
Et j'étais, ne vous fiez pas à l'homme que vous voyez aujourd'hui. Lorsque j'étais enfant, j'étais toujours très petit. J'étais chétif. Alors j'étais le plus jeune, le plus petit. Je tenais la balle de handball avec deux mains. Et j'avais la volonté, l'engouement alors. Et j'étais très, très, très doué, très technique. Ce qui fait que je drainais du monde au stade. Chaque fois que mon établissement scolaire jouait, je drainais du monde au stade. J'étais la star. Et cette discipline, justement, a permis que je sois connu de partout, à travers toute la ville. Et mon petit nom d'enfance, c'est ministre. C'est ministre. Donc, vous arrivez dans cette ville natale, vous demandez ministre, tout le monde vous parlera de moi. Tu n'as pas été handballeur professionnel ou encore journaliste? J'avoue que lorsque mon père avait commencé à dire que je serais journaliste, ça avait commencé à résonner fortement en moi, trotter en moi, d'autant plus que jeune, enfant, je vais dire, j'écoutais les informations à la radio, je suivais, j'étais même d'ailleurs le rare enfant qui aimait écouter la radio, qui aimait suivre les informations. J'aimais les journalistes parce que les journalistes parlaient bien. Il y a eu des journalistes de renom au Cameroun, à l'époque où il n'y avait pas encore la libéralisation du secteur de l'audiovisuel. C'était la télévision nationale. Il n'y avait pas de télévision étrangère qui diffusait sur le territoire camerounais. Alors, il y avait les journalistes, c'était la crème du journalisme, vraiment. Ils parlaient bien, ils avaient une bonne mise. Alors, j'avais commencé à être attiré, impressionné. Et puis, lorsque j'ai commencé à grandir, prendre de l'âge, faire certaines études, d'autres vocations sont nées en moi. J'ai commencé à avoir des penchants pour d'autres professions. J'ai abandonné le journalisme. En ce qui concerne le handball, j'ai joué au handball jusqu'à l'université. Alors, ce qui se passe, c'est, je crois, oui, en 2007, j'intègre un club de handball de mon quartier, et là j'étais déjà à Yaoundé. J'intègre un club de handball. Je commence à m'entraîner avec le club, puis nous on jouait sur de l'asphalte. C'était de l'asphalte. Alors j'ai eu un accident, j'ai eu une chute, j'avais une mauvaise tennis. Alors j'avais reçu une balle, c'était une contre-attaque. Moi je joue à tous les postes, hein. J'étais allé en contre-attaque. J'avais donc reçu la balle. Je suis monté en suspension. J'ai chuté. J'avais d'ailleurs fait un but. Et au moment d'atterrir, ma tennis m'avait trahi. J'étais tombé. Je m'étais entiré avec une fracture. Alors, c'est en ce moment que j'ai fait mon jubilé avec le handball. Mais, arrivé au Canada, j'ai voulu renouer avec le handball. J'ai cherché en vain. Le handball n'est pas un sport vulgarisé, populaire ici au Québec. Tu parles beaucoup de ton père, j'ai l'impression que c'est une figure importante pour toi dans ta vie. Est-ce que je me trompe? Oui, le père est une figure importante pour tout enfant qui a connu son père et qui a grandi avec son père. C'est une figure importante. Mais ma mère l'est davantage. C'est vrai, j'entends souvent les gens dire j'aime mes parents équitablement. C'est faux. On ne peut pas aimer deux personnes de la même manière avec la même intensité. Ça, c'est pas vrai. Parce que même le parent que je suis, j'ai 5 enfants. Si je vous dis que j'aime tous mes 5 enfants de manière identique, je serais en train de vous mentir. Non, on ne peut pas aimer tout le monde de la même manière. On a toujours une préférence pour un individu, pour une personne. Alors je dirais oui, mon père est une figure très importante, marquante de ma vie, mais davantage ma mère. Et pourquoi? Tu peux nous raconter? C'est un attachement particulier que j'ai avec ma mère. Honnêtement, je ne peux pas vous dire pourquoi. Peut-être c'est le complexe d'Édipe. J'ai aimé ma mère d'une manière particulière. J'étais fortement attaché à elle. Je parle au passé parce qu'elle n'est plus de ce monde. Oui, merci.
Mais je continue de demeurer attaché à elle, je continue de l'aimer. D'ailleurs, ma première goutte de sang, ma fille, je lui ai attribué le nom de ma mère pour marquer cet attachement et ce lien avec ma mère. Donc, je ne peux pas expliquer. Peut-être c'est le complexe d'Édipe. Je suis très attaché à elle. Et comment elle s'appelait, paix à son âme? Julienne Enyege Mbida. Eh bien, on pense à elle aujourd'hui. Merci. Donc, tu as 5 enfants, tu es père, tu as des filles, des garçons? J'ai une fille, Céline, Une fille. et puis 4 garçons. Est-ce que tu considères que tu as donné une éducation particulière à tes filles et puis après à tes fils, ou est-ce que c'est la même chose? Non, c'est la même éducation. C'est la même éducation. Je n'ai pas fait de discrimination parce que je suis épris de justice. Je suis épris de justice. Je suis épris d'équité. Alors, je pense que le garçon et la jeune fille doivent recevoir la même éducation. Ils doivent recevoir la même éducation. Ils doivent bénéficier du même traitement. Ils doivent vivre dans les mêmes conditions. Pas de préférence. Oui, donc je leur donne la même éducation. Il n'y a pas une éducation spécifique pour la fille et une autre pour les garçons. Non. Quels seraient les 3 conseils que tu aimerais que tes enfants emportent avec eux pour toujours? Le premier conseil, je demanderai à mes enfants de cultiver l'éthique, le bon sens, la morale, la rectitude et la probité. Ça, c'est la première chose. Le deuxième conseil, c'est le travail. Je leur demanderai de garder la soif, le désir, la détermination du travail bien fait, bien achevé, de toujours travailler. Le travail est la clé du succès et la clé du bonheur. Donc, de se dévouer au travail. D'ailleurs, ils le savent. Ils savent que je mets un point d'honneur sur le travail. Moi-même, je suis un travailleur. Donc, je mets un point d'honneur sur le travail. Donc, je leur demanderai le travail. Et enfin, je leur demanderai de placer l'être humain au centre de toutes leurs actions, de toutes leurs préoccupations, de placer l'homme. Lorsque je dis l'homme, je parle de l'homme comme personne humaine. C'est-à-dire avec grand H. Il ne faudrait pas que ça choque les féministes. Alors, je dis de placer la personne humaine au centre de leurs actions et au centre de leurs préoccupations. Voilà les 3 grandes leçons que je donne à mes enfants au quotidien. Est-ce que tu as encore de l'espoir pour la jeunesse africaine, la jeunesse noire? Bien entendu, j'ai de l'espoir pour la jeunesse africaine, pour la jeunesse noire. Je ne suis pas afro-pessimiste, bien que j'ai de sérieuses raisons de douter, d'être circonspect et perplexe des orientations que la jeunesse prend en Afrique. Mais je ne suis pas un afro-pessimiste. Dans cette grande jeunesse, il y a des jeunes qui se distinguent, qui se démarquent de la masse. Il y a des jeunes qui inspirent le rêve. Il y a des jeunes dynamiques. Il y a des jeunes qui osent. Donc, je garde un espoir. Tout n'est pas mauvais. Tous les jeunes ne sont pas dépravés. Tous les jeunes ne sont pas corrompus. Il y a quand même du bon dans cette mêlée. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour avancer? Quand vous serez partis, nos parents, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a beaucoup à faire. Il y a vraiment beaucoup à faire. La première des choses qui est la base de tout, qui est la condition de tout, c'est l'éducation. Lorsque je parle de l'éducation, je ne parle pas seulement, je ne me focalise pas seulement sur l'éducation formelle à travers les instituts, encore que ces instituts délivrent l'instruction. Je parle de l'éducation, c'est-à-dire à partir de la famille
qui est la cellule de base, la cellule de socialisation de l'individu. Je dirais même que l'éducation commence lorsqu'un enfant est conçu. C'est à partir de la conception que l'on éduque son enfant. Donc là, j'exhorte les mères et même les pères à mettre un accent à partir de la conception. Quel modèle je veux pour mon enfant? Quel modèle de vie? Quel modèle d'éducation je veux pour mon enfant? Donc moi je dis, le premier enjeu, c'est l'éducation. Et après l'éducation, c'est la révolution des mentalités. C'est la révolution des mentalités. J'entends souvent les gens dire, des gens réclamer le développement. Mais le problème en Afrique aujourd'hui, c'est que, et moi, ceux qui me connaissent, ceux avec qui je discute le savent, je ne m'inscris pas dans la logique d'un débat qui se rapporte à la lutte des classes. Parce que c'est la tendance en Afrique aujourd'hui. Les gens mènent des débats de lutte des classes de Karl Marx. Ça veut dire que comme moi je suis du grand groupe de prolétaires, alors je commence à développer une animosité vis-à-vis de l'aristocratie que je peins en noir. Je dis mais non, ça manque d'objectivité, c'est subjectif. C'est parce que j'appartiens à la classe de prolétaires que je le fais. J'aimerais voir un prolétaire qui trouve que les aristocrates sont vertueux dans une certaine mesure, qui trouve que les aristocrates travaillent dans une certaine mesure. Là, je dirais que il est objectif. Il est objectif. Et j'aimerais voir qui appartient à la classe des prolétaires reconnaître les défaillances, les limites de la masse des prolétaires. Donc, en réalité, les débats en Afrique aujourd'hui, c'est cela, ce sont des débats, c'est des luttes des classes. Alors moi, je m'inscris fondamentalement en faux contre cela, contre cette perception. Donc je pense que aujourd'hui, en Afrique, le véritable enjeu se situe au niveau de la révolution des mentalités. Alors je disais, lorsque j'entends souvent des gens réclamer le développement, scander le changement, ils attendent ce développement des autres. Ils voudraient que ce soit les autres qui impulsent, qui portent, qui fassent le développement. Or, le développement, c'est un processus global. C'est un processus intégral. Et quand je dis processus, ça veut dire que ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Vous le savez, nous sommes dans une société occidentale qui est toujours dans la perspective de développement. C'est-à-dire, cette société industrielle estime qu'elle est encore en deçà du développement. Donc, elle a des objectifs. Alors, le développement, c'est un processus. C'est un processus qui nécessite l'implication de tous. Le prolétaire, tout comme l'aristocrate. Chacun est important. Chacun a sa partition à jouer. Chacun a sa contribution à apporter. C'est comme lorsque l'on bâtit un édifice. On a besoin du carreleur, on a besoin du maçon, on a besoin du peintre, on a besoin de l'électricien, on a besoin du plombier. Chacun apporte du sien et c'est ça qui permet de réaliser l'édifice. Donc, moi je pense qu'en Afrique, nous avons besoin d'une véritable révolution des mentalités. Nous avons besoin d'une réappropriation de certaines valeurs. Comme par exemple le respect de l'intérêt général, le respect de la chose publique, le respect même de l'autre, le respect de l'autre. Donc, voilà ce que je peux dire à ce sujet. Il y a beaucoup à dire, je condense. Quelle est la plus belle histoire de ta vie et le plus grand drame de ta vie? La plus belle histoire de ma vie, c'est l'histoire de
mon expatriation au Canada, au Québec, et de mon accueil et de mon intégration. Vraiment, c'est la plus belle histoire de ma vie. Tu nous racontes? Je suis enseignant-chercheur à l'Institut des Relations internationales du Cameroun, où j'effectue une recherche doctorale. Alors, je fais une immersion dans l'enseignement grâce grâce à ma directrice de thèse. Je fais une immersion, donc je commence à enseigner. Et voilà, je vois une note qui informe les chercheurs camerounais que le président de la République met à leur disposition une dotation pour la recherche et qui a même la possibilité d'aller mener une recherche à l'étranger. Alors voilà comment le rêve est né en moi. Ok, ma recherche, il faut que j'aille la finaliser à l'étranger. Je choisis 3 pays, la France, la Suisse et le Canada. Alors, puis, dans chaque pays, je me mets à cibler des universités. Au Canada, je cible l'Université du Québec à Montréal. Les choses s'ouvrent. Je saisis le département de droit. On me donne l'almanach des enseignants. On me demande moi-même de cibler, de choisir, de faire le choix, de solliciter un enseignant. Je sollicite 3 enseignants. Le premier me dit qu'il est très occupé. Il a déjà atteint le quota de ses étudiants qu'il encadre pour le compte de l'année. Le deuxième n'a pas répondu du tout. Et puis le troisième est intéressé par mon projet. Il me manifeste son intérêt pour le projet de recherche. Et c'est comme cela que l'aventure entre lui et moi, entre l'UQAM et moi, commence. Alors, c'était le déclic. Tout s'est passé comme sur des roulettes. Des facilités administratives au niveau de la procédure, formalité administrative, ça allait comme sur des roulettes. J'ai été accepté, j'ai été invité, j'ai été accepté, même au niveau du Cameroun, j'ai obtenu les autorisations administratives, les autorisations académiques, les autorisations administratives, toutes les facilités, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Canada, ça a été facile. Si bien qu'au bout de 3 mois, j'ai bouclé mes démarches. D'ailleurs, mes démarches avec IRCC Canada, le ministère de l'Immigration, mes démarches n'ont duré que 2 mois. Ce qui est impressionnant, quand on sait que certains font 6, 8, 1 an, 2 ans, mes démarches, c'est pour cela que je dis c'est ma plus belle histoire. Mes démarches avec l'immigration n'ont duré que 2 mois. Au bout de 8 semaines, j'ai obtenu mon approbation, j'ai obtenu mon visa. Je suis parti du Cameroun, je suis arrivé dans ce pays. Partant du Cameroun, je ne connaissais personne. Et tu es venu seul? Je suis venu tout seul. J'ai été accueilli. Alors, lorsque je pars du Cameroun, j'ai un ami qui avait un jeune Camerounais qui était arrivé quelques mois plus tôt avant moi. Alors, cet ami m'a mis en contact avec ce jeune Camerounais. C'est ce jeune Camerounais qui m'a fait une réservation dans un Airbnb. Et ce jeune Camerounais est venu me chercher à l'aéroport. On ne s'était jamais vu. Il est venu me chercher à l'aéroport. Il m'a accueilli, il m'a installé en compagnie de celle qui est devenue sa femme et dont j'ai d'ailleurs été le témoin 8 mois plus tard, témoin de mariage. Ce jeune couple, ils sont arrivés tous les deux comme étudiants. Ils sont arrivés en septembre, moi je suis arrivé en décembre. Donc, ils sont devenus ma première famille au Canada. Et puis,
Au niveau de l'UQAM, il existe un programme que l'on appelle Allo. C'est un programme qui a mis sur pied une espèce de parrainage. Donc, les étudiants canadiens, québécois, qui se rendent disponibles pour accueillir les étudiants et chercheurs qui viennent de l'international, pour les aider à s'intégrer, à s'insérer dans la société québécoise et canadienne. C'est comme cela que l'on m'a fait un jeune étudiant. Je vous assure, ce jeune étudiant, jusqu'à aujourd'hui, il m'a fait vivre des moments fabuleux au Canada. Il a facilité mon intégration. Il m'a intégré dans son cercle d'amis, plein d'activités, c'est-à-dire je ne manquais pas d'activités. Et ma première année, j'ai fait beaucoup de tourisme. Au cours de ma première année au Canada, j'ai parcouru les trois quarts du Québec. J'ai été dans d'autres provinces canadiennes, comme j'ai été à l'Ontario, bien évidemment, ce sont nos voisins. J'ai été en Alberta, donc j'ai passé une première année d'intégration fabuleuse. C'est pourquoi je dis, c'est la plus belle histoire de ma vie. Qu'est-ce qui te manque du Cameroun? Pour être sincère, honnête avec vous, rien ne me manque du Cameroun. Absolument rien. Quelqu'un me dirait mes enfants, mais je communique avec mes enfants à travers les technologies de l'information et de la communication. Oui, peut-être physiquement il me manque, oui. Il me manque, oui. Mais je suis au contact avec ma famille chaque jour par la magie des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, en réalité, rien du Cameroun ne me manque. Est-ce qu'on peut dire que le Canada est devenu ton pays? Alors, j'ai eu un débat avec un ami au Cameroun qui était indigné de ce que les gens quittent leur pays d'origine, ils s'expatrient et vont adopter ces pays, ils prennent même des nationalités dans ces différents pays. Il était indigné, je lui ai dit, et c'est ma conviction profonde, mon pays n'est pas seulement le pays où je suis né, ou le pays auquel je suis attaché par l'affiliation, par mes parents, mais mon pays c'est également ce pays qui m'accueille, et là je parle du Canada et je parle de moi, mon pays c'est également ce pays qui m'accueille, qui me permet de m'épanouir, qui permet à mon génie d'éclore. C'est également mon pays. Donc le Canada m'a adopté, je suis reconnaissant, je me sens bien dans cette société québécoise et canadienne, je me sens bien, je me sens épanoui. D'ailleurs, vous remarquerez que sur le profil de mon WhatsApp, j'ai le drapeau du Cameroun, le drapeau du Canada. Les deux drapeaux sont liés par les deux mains qui se tiennent. Donc c'est pour dire qu'ici, je me sens déjà chez moi. Est-ce que tu veux faire tes vieux jours ici au Canada? On verra. Alors, j'ai une vocation à la migration. Le travail que je fais, le domaine de recherche dans lequel je suis engagé, m'amène à me mouvoir à travers le monde, m'amène à être citoyen du monde. Donc, on verra. Je te questionnais sur la plus belle histoire de ta vie, donc on comprend que c'est le Canada. Et puis, je voulais aussi aborder avec toi le plus grand drame de ta vie, s'il y en a un en tout cas, si tu en as un souvenir. Oui, bien entendu, le plus grand drame de ma vie, c'est lorsque j'ai perdu ma mère, bien entendu. Et je le porte, ce drame, jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est le regret que j'exprime, que ma mère ne soit plus là, elle n'a pas pu voir ma progéniture, elle n'a pas vu ma progéniture, et elle ne voit pas
certaines avancées que je fais dans ma vie au quotidien. Donc, c'est le plus grand drame de ma vie, un événement que nous avons vécu avec une grande consternation dans la famille. Vous savez, comme tout enfant, moi je pensais que mes parents étaient immortels. Ma mère, c'était une femme forte, une femme dynamique et une femme vaillante. Je n'imaginais pas que la mort puisse la terrasser, surtout de façon prématurée comme ça a été le cas. Ma mère est morte, elle n'avait que 56 ans et ça fait 14 ans. Ça fera 15 ans cette année en septembre. Nous avions encore besoin d'elle. C'est le plus grand drame de ma vie. Mais après tout, la vie continue et nous devons vivre pour elle. Nous devons relever les défis pour elle, pour honorer sa mémoire. Et chaque jour, je m'attelle à honorer la mémoire de ma mère. D'où tu tires cette résilience? Je dirais de Dieu. Simplement de Dieu. Est-ce que tu veux nous parler de ta relation avec Dieu? De quelle confession es-tu? Je suis catholique romain, pratiquant. Ah, j'ai jamais entendu ce terme. Qu'est-ce que c'est? Catholique romain, c'est l'Église catholique dont le pape est le souverain terrestre. C'est catholique romain. Parce qu'il y a plusieurs obédiences religieuses de nos jours, avec le schisme qui continue de se produire dans les églises à travers le monde. Il y a plusieurs obédiences religieuses, alors il y a plusieurs églises qui disent église catholique de ceci, église catholique. J'ai entendu parler de l'église catholique apostolique, j'ai entendu parler de l'église catholique mariavite, de l'église catholique anglicane. Donc vous voyez, il y a plusieurs. Alors, et quelles sont les différences notoires entre ces différentes maisons catholiques? J'avoue que l'Église catholique, et on précise romaine, c'est-à-dire celle qui est sous l'autorité terrestre du pape, elle est l'Église traditionnelle. C'est le pape, c'est le successeur apostolique de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui est le premier pilier de l'Église catholique. Parce que, c'est vrai, nous n'allons pas faire l'exégèse de la Bible ou encore un cours de catéchèse ou d'études bibliques, mais je vais quand même faire une petite immersion. Alors, Jésus est discutant avec ses apôtres. Il demande à l'apôtre Pierre, qui était l'apôtre le plus spontané, le plus fougueux de tous, « Pierre, m'aimes-tu » Pierre lui répond, « Tu le sais, Seigneur, je t'aime. » Il lui pose la question 3 fois. Alors la 3e fois, Jésus lui dit, « Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te confierai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié au ciel. » Donc, et c'est Pierre, l'apôtre Pierre, lorsque Jésus a été crucifié, il est ressuscité, il s'est élevé au ciel. C'est Pierre qui a pris en main la continuité de la mission de Jésus-Christ. Donc, il est le premier pilier de l'Église. Son siège est donc à Rome. Il a établi son siège à Rome. C'est pour cela qu'on dit Église catholique romaine, qui est l'Église traditionnelle. L'Église des successeurs des apôtres de Jésus. Plusieurs autres courants sont nés après, au fil des siècles. L'Église a connu dans sa marche plusieurs schismes. De toute façon, toutes les confessions chrétiennes dont vous entendrez parler sont le résultat du schisme au sein de l'Église. Alors, il y a des prêtres qui se sont détachés de l'Église parce qu'ils ne s'accordaient plus avec
rompt sur certains aspects du droit canon ou alors certains aspects bibliques, par exemple, quelque chose qui a divisé plusieurs dans l'Église, le célibat des prêtres. Les pères de l'Église se sont réunis, se sont réunis sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Ils se sont dit, pour mieux accomplir notre mission, il est bon qu'on ne soit pas mariés pour nous consacrer entièrement, totalement à la mission. Alors ils ont adopté comme principe, comme mode de vie, le célibat des prêtres. Puis à un moment donné de l'histoire de l'Église, certains prêtres ont estimé que maintenant, ce n'est écrit nulle part dans la Bible que les prêtres doivent être célibataires. Donc c'est une hérésie. Nous on se détache donc, on va fonder notre Église. Et voilà, nous on se marie, les prêtres on va donner la latitude aux prêtres de se marier là-bas. Voilà ce qui crée des différences. Ce sont des interprétations diversifiées de la parole de Dieu, mais aussi c'est l'égoïsme des hommes qui relativisent la parole de Dieu et veulent l'adapter à leur penchant, à leur désir humain. Alors ils se détachent d'un courant qui ne leur convient pas. Donc c'est ce qui justifie ces différentes églises qui naissent au jour le jour. Alors, j'ai une relation particulière avec Dieu. Je suis né dans une famille chrétienne, dans une famille pratiquante. D'ailleurs, j'ai été baptisé et je n'avais que 3 mois. J'ai été baptisé enfant. J'ai été éduqué par la morale religieuse. J'ai grandi dans cet environnement-là. Et lorsque je suis devenu ado, puis jeune, puis mature, j'ai décidé de rester dans l'église comme un laïc engagé. J'ai décidé de rester, de vivre pleinement ma foi, de pratiquer la foi. Donc, je place Dieu au centre de ma vie, au centre de tout ce que je fais, au centre de tout ce que j'entreprends. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, c'est Dieu qui me donne la force. Parce que je sais qu'en tant qu'être humain, je suis vulnérable. Je suis faible, je suis fragile. Alors si j'ai la capacité de supporter certains coups de la vie, c'est une force extraordinaire que je reçois pour supporter certains coups de la vie et pouvoir avancer. Alors cette force extraordinaire ne peut venir que d'un être suprême, qui est le Très-Haut. Quelles sont tes prochaines grandes aspirations pour le futur? Pour le futur, je souhaiterais achever mes projets, réaliser mes projets. Mes projets sont essentiellement logés dans la recherche. Dans la recherche, je voudrais être un formateur accompli, un transmetteur de connaissances et de savoirs chevronné et accompli. Je voudrais également influencer les décisions à l'échelle mondiale, influencer le processus de prise des décisions globales dans la gouvernance mondiale. Je pense que lorsque je le dis, vous comprenez où sont logées mes ambitions, où sont logées mes inspirations. Donc, j'ai une propension à être citoyen du monde. Ça veut dire que mon ambition, c'est le système des Nations Unies. C'est le système des Nations Unies pour apporter ma modeste contribution à la réalisation des principes, des buts, des objectifs des Nations Unies à l'échelle mondiale, à l'échelle globale. Est-ce que tu penses que tu as un besoin d'importance, que tu as quelque chose à apporter au monde? Est-ce que tu as envie que ton nom soit retenu après ton départ? Oui, j'ai envie d'écrire, de laisser les empreintes indélébiles dans ce monde. Je ne suis pas venu dans le monde pour être un figurant.
Je ne suis pas venu dans le monde pour être un figurant. Je suis venu dans le monde pour apporter quelque chose de spécial que j'ai reçu. J'ai certainement des talents. J'ai certainement des dons. Il est question que je les laisse quelque part, que j'impacte le monde avec ces talents, avec ces charismes, avec ces dons. Donc je pense que oui, j'ai la capacité. J'ai la capacité de laisser mon nom à la postérité, d'une manière ou d'une autre. Bon, c'est juste, oui, déjà à travers l'écriture. Tu écris? J'écris, mais je n'ai pas encore publié tout ce que j'écris. Et ce sont des fictions, des romans? J'avais commencé par écrire des poèmes. J'étais déjà à une centaine de poèmes. Je pensais à un recueil de poèmes. Bah, malheureusement, je les ai tous perdus dans un desktop. Je les ai tous perdus. Ça m'a chagriné parce que je commence à écrire mes poèmes lorsque je suis au secondaire. Hein. Je suis au secondaire. Je suis en 4e année secondaire au Cameroun. Et je me rappelle mes tout premiers poèmes. J'étais allé les montrer à mon professeur de français. Je lui avais demandé de les corriger. C'est un bon souvenir. C'est un souvenir évocateur. Donc, j'avais déjà une centaine de poèmes, mais je les ai perdus. Oui, j'ai 2 projets de romans. J'ai même déjà des squelettes, j'ai déjà des ossatures. J'ai 2 projets de romans. Je ne veux pas dévoiler les titres. Quelqu'un d'autre pourrait m'appeler ça. Donc, je pense que d'ici quelques temps, je vais commencer à rédiger. Je vais commencer à les rédiger. Donc, à partir de là, je pourrais influencer la littérature moderne. Je pourrais influencer la littérature moderne. Et puis dans mes différents champs de recherche qui sont les relations internationales et le droit, en particulier le droit international, je voudrais également inscrire mon nom. Je voudrais inscrire mon nom dans, je ne vais pas dire le Panthéon, ce serait être trop ambitieux. Mais il n'est pas aussi interdit d'être ambitieux. Mais il faut avoir des ambitions mesurées. Il ne faut pas simplement avoir des ambitions démesurées. Donc, je voudrais également marquer les champs d'études de relations internationales et du droit international. Tu as quel âge aujourd'hui, Joseph? J'ai 42 ans. Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui de toi, de ta personnalité, de ta vie, que tu ignorais il y a 20 ans, par exemple? Qu'est-ce que tu as appris de toi 40 ans plus tard? 40 ans plus tard, qu'est-ce que j'ai appris de moi? Mais ma vulnérabilité. J'ai découvert ma vulnérabilité parce que quand j'étais jeune, je vous ai dit, j'étais un enfant dominateur. Hein. Vraiment, j'étais dominateur, c'est-à-dire dans mes cercles d'amis. Je me rappelle, j'étais à l'école primaire, tout petit. Je pense que je faisais la première année de l'école primaire. Alors, pendant les récréations, lorsque je me retrouvais avec des amis, j'étais toujours celui qui organisait les jeux, qui disait à chacun ce qu'il devait faire. J'avais un camarade, il s'appelle Les Ngun Ngiamba, je l'ai perdu de vue, ça fait très longtemps, plus de 30 ans. Ngun Ngiamba. Alors il m'avait dit un jour, toi tu aimes trop commander. J'ai jamais oublié ça. Toi tu aimes trop commander. Oui, je suis né comme cela. Certains disent que je suis autoritaire. Oui. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que j'ai des faiblesses, j'ai des défaillances,
j'ai des limites. Je suis un être vulnérable. C'est ce que j'ai appris, que je suis vulnérable. À une certaine époque, je pensais que rien ne peut m'ébranler. Je pensais que j'étais capable de tout parce que j'étais un fonceur. Je savais foncer, défoncer des murs. Je dégageais les obstacles. Je me suis rendu compte que je ne suis pas capable de tout. Je ne peux tout faire. C'est la plus grande leçon que j'ai apprise ces dernières années. Donc du coup, je fais tout ce que je fais avec humilité. Comment tu souhaiterais clôturer cette interview? Comme vous le voulez. Eh bien, offre-nous tes derniers mots. Mes derniers mots, c'est un plaisir. J'avoue qu'il est souvent un peu difficile de parler de soi, comme je l'ai dit au début. C'est très embarrassant d'être jugé parti, surtout lorsque l'on est animé par un esprit modeste. Lorsque l'on est modeste, l'on ne veut pas se jeter des fleurs, mais en même temps, on se connaît et on a vraiment envie de dire qui l'on est. Donc c'est un exercice difficile, mais aussi c'est un exercice plaisant de parler de soi, de se projeter hors de soi-même et de dire aux autres qui l'on est, qu'est-ce qu'on a fait, parce qu'on se dit, ça peut inspirer d'autres. Ça peut inspirer d'autres. Ah oui, au terme de cette entrevue, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous avez accordé à ma modeste personne. Je voudrais vous remercier pour cette petite balade dans mon jardin secret, dans ma vie, dans mon enfance, parce que justement, vous m'avez permis, dans une sorte d'analepse, c'est-à-dire l'évocation des souvenirs, de faire ce voyage, cette rétrospection dans ma vie. J'ai fait à la fois une rétrospection et une introspection. Donc, je vous remercie pour tout cela. Et comme je l'ai dit au départ, c'était un honneur et un bonheur pour moi de répondre à vos questions, de partager mes expériences, de parler de moi. C'est vraiment un bonheur et un honneur. Je vous remercie pour cela. Merci infiniment, Joseph. À bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.